Sarasso, qui est secrétaire départemental de la Corrèze depuis quelques mois seulement, qui, grâce à son travail et grâce à son leadership, a su fédérer autour d'elle une équipe. Elle est donc secrétaire départementale de la Corrèze. Elle a 49 ans, elle est assistante commerciale. Elle est également assistante du groupe d'élu national Limoges Bleu Marine à la mairie de Limoges et secrétaire départemental de la Corrèze, Paris-Siennais. Ensuite, nous avons le représentant du plus petit département du Limousin, qui était déjà bien difficile à défendre au sein de la région limousine, qui va avoir peut-être encore un peu plus de difficultés à défendre son département, puisque malheureusement la Creuse va passer de 6 à 4 élus. Il est secrétaire départemental de la Creuse, il a 45 ans, c'est Marc Pelleau. Il a été national depuis 1993. Il a un honneur du Rhône, il est employé du secteur privé. Il est également conseiller municipal de Guéret, conseiller communautaire du Grand Guéret. Bravo! Et puis, nous avons également, asseyez-vous, je vous en prie, nous avons également l'homme du Limousin, Alain Verdun, qui a 62 ans, qui est né à Sorbet-Clairvaux dans la Vienne. C'est un ancien cadre de la fonction publique au ministère de l'Intérieur, pardon, excusez-moi. Alain Verdun, qui est donc secrétaire départemental du 86. C'est un ancien cadre de la fonction publique au ministère de l'Intérieur. Il est diplômé d'État. Il a cette liberté d'entreprendre pour faire en sorte que le changement soit synonyme d'espoir et non d'inquiétude. Il est également conseiller municipal et communautaire du Grand Poitiers. Alain Verdun. L'homme du Limousin, c'est Vincent Gérard. Il est artisan électricien, il est conseiller municipal et métropolitain de Limoges, il est secrétaire départemental de la Haute-Vienne. Je vous demande de l'applaudir. On va continuer avec nos amis des Charentes, avec Jean-Paul Berroyer, 59 ans, qui est au Front National depuis 2013. Il est retraité des transports routiers, il a été candidat au départemental et il est également secrétaire départemental de la France. Je vous demande d'accueillir également un militant de la première heure. Il est conseiller municipal et communautaire de Niort. Il est ancien membre de la direction artistique du Puy du Fou. Il est conseiller régional honoraire. Il s'appelle Jean-Romé Charbonneau. Et enfin, nous avons également un militant de cœur et de longue date, qui est Jean-Marc Delacoste-Larémondi, qui a 68 ans. Membre du bureau politique du Front National depuis 1983 et ancien directeur d'un organisme HLM. Place désormais au Benjamin de nos têtes de liste, qui a 26 ans. Il s'appelle Étienne Bousquet-Cassagne. Il est attaché parlementaire, secrétaire départemental du Front National de 47, membre du comité central du Front National, conseiller municipal et communautaire de l'INES. Nous avons également avec nous la tête de liste de la Dordogne, qui est Robert Dubois, 64 ans. De la défense nationale des bâtiments de combat. Il est hydraulicien et responsable départemental de la Dordogne. Pour les Landes, je vous en ai parlé, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps sous les drapeaux, dans une institution qui a plus de 130 nationalités. Et la particularité de cette institution, c'est que quand les gens rentrent dans cette institution, ils ne sont pas français, ils ne parlent pas français. Ils le deviennent non par le droit du sol, non par le sang reçu, mais par le sang versé. C'est Christian Houdet, il a fait Soule dans les Landes, il a presque 50 ans. Auparavant de soldat général, il a fait sa carrière dans la Légion étrangère et conseiller secrétaire d'État à la Défense. Il est conseiller de la Région, il reprend pour la France, et sort de France. Mélanger le conseil régional et le transport, intégrité et continuité.
Nous avons également le département des Pyrénées-Atlantiques, qui est représenté par Jean-Michel Irachette, qui est un ancien colonel du génie, chef du service technique pour l'ensemble des commerces et industries du Canada et Pays Basque, et qui a pu vraiment rééquilibrer notre département entre les Basques et les Arabes. Jean-Michel Irachette. Et enfin, je vous demande d'applaudir quelqu'un qui fait campagne depuis 4 mois, qui a fait 18 000 km dans toute cette grande région. Il a excusez-moi, c'est l'émotion. Il a la niaque d'un garçon de 20 ans, il a l'expérience de quelqu'un qui a plusieurs fois 20 ans, il est militant au Front National depuis 40 ans, c'est le secrétaire départemental de la région. Et nous avons le conseiller régional, le conseiller municipal et communautaire de Bordeaux, ancien conseiller régional, de 1986 à 2010 à Bordeaux. Je vais vous demander d'accueillir, et vraiment de l'applaudir parce que c'est la première fois qu'elle parle devant une assemblée aussi nombreuse. Elle représente le Limousin, c'est une femme, elle est pleine d'énergie et pleine de conviction. Agnès Tarasso. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis extrêmement ravie d'être avec vous ce soir et Jacques Colombier pour ces élections régionales. Donc, comme vous l'a dit Patrick, donc, je m'appelle Agnès Tarasso, je suis secrétaire départementale de la Fédération de Corrèze et tête de liste pour la Corrèze. Étant donné que je représente ce soir la région du Limousin, je vais me permettre de dire que pour la Haute-Vienne, donc je félicite Vincent Gérard qui est de guerre depuis plusieurs semaines, donc Vincent Gérard pour la Haute-Vienne et Marcel Maud pour la cause. Je suis aussi ravie et émue de représenter ce soir les femmes. Étant donné que ça s'est fait comme ça, c'était le pur des hasards. Je suis la seule femme tête de liste pour cette grande et belle future région. Et donc, je mettais un point d'honneur à saluer ces dames ce soir. Je vais vous brosser brièvement le portrait du Limousin, parce que ça c'est très très bon. Le Limousin est une région située au centre de la France et est composée de 3 départements, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. C'est un territoire qui offre une grande variété de paysages, des cours d'eau, à la montagne en passant par le plateau des Mille Vaches. Cette région compte de nombreux sites naturels, ainsi que de multiples rivières, étangs et lacs. Bienvenue donc aux sources du luxe et des savoir-faire en Limousin. Le luxe en Limousin est né de l'eau, du feu et de la terre, alliés à un tour de main et une créativité unique. Aujourd'hui, de nombreux ateliers et entreprises travaillent avec les plus grandes marques de haute couture française, que ce soit dans la mode, le design ou la décoration. L'excellence des savoir-faire se décline à travers la porcelaine de l'émail de Limoges, donc en Haute-Vienne, la tapisserie d'Aubusson en Creuse, inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, et en Corrèze, la dentelle, le cuir au point de tulle et la fabrication d'accordéons. Il y a également un très grand haras sur Pompadour. Chaque producteur devient alors un ambassadeur pour la région qui regorge de créateurs uniques. Également, dans la région du Limousin, depuis longtemps, l'élevage représente la majorité de l'agriculture, principalement grâce aux races limousines. En effet, cette région, comme la Corse et l'Aveyron, possède ces races qui portent haut le nom de leur région d'origine, à savoir le bœuf limousin, le mouton limousin et le porc cunois du Limousin. Une autre activité qui n'est pas une production, mais le Limousin bénéficie de l'apport du tourisme rural pour faire vivre des exploitations agricoles qui accueillent des vacanciers. Et nous avons énormément de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux en Limousin. Consciente que son principal atout est son environnement, notre région mise son développement touristique sur la nature, l'environnement, les sports extérieurs.
En témoignent deux parcs naturels régionaux qui ont été créés en 1998 et 2004, notamment le parc naturel régional Périgord-Limousin et parc naturel régional des Mille-Vaches en Limousin. De surcroît en Limousin, nous innovons surtout dans les très hautes technologies, les micro-ondes, la patonique, les réseaux sécurisés ou bien encore le design des interfaces graphiques sont des activités de pointe qui trouvent leur application dans les produits modernes et d'avenir. Les télécommunications, l'aérospatiale, mais également la médecine ou la défense. La présence en Limousin d'entreprises d'envergure internationale et la capacité régionale en matière de recherche ont constitué une véritable opportunité de développement dans le domaine des hautes technologies pour le territoire. Il est donc pour nous, Limousins et Limousines, primordial de préserver et de développer notre savoir-faire, notre agriculture, nos entreprises, notre culture et nos traditions. Nous ne serons jamais l'arrière-pays de l'Aquitaine, comme M. Juppé l'a si maladroitement dit lors de sa venue à Limoges avec son ami de toujours Nicolas Sarkozy. Les militants du Front National de Limousin sont tous sur le terrain, comme tout le monde ici, et beaucoup de gens, bien sûr, sur toute la France. Nous avons développé au sein du Limousin, donc nous avons 3 fédérations, donc Creuse et Haute-Vienne. Nous travaillons de concert, nous avons un esprit d'équipe fort. Et nous nous mettons mutuellement main forte en cas de besoin humain ou de matériel. Pour nous, il n'y a pas de frontière entre nous, nous nous battons tous pour la même cause. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous sur le terrain, comme tous les militants de la grande région. Cependant, en terre limousine, terre de gauche, terre communiste, nous sommes très bien accueillis sur les marchés. Les futurs électeurs disent leur ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus. Ils souhaitent un changement rapide et radical. De plus en plus de personnes adhèrent localement à notre parti. Nous sommes tous en action avec Jacques Colombier afin d'apporter un vrai choix politique à cette grande région. Je vous remercie. Vive Jacques Colombier, vive Marine Le Pen, et vive la France. Notre premier discours, une belle présentation de cette très belle région qui est Limousin. Désormais, je vais passer la parole à quelqu'un qui est issu d'une famille et qui est lui-même père de famille nombreuse, une famille qui porte haut et fort nos 3 couleurs. Je vous demande d'accueillir Jean-Marc Delacoste, la Raymondie. Alors, vous m'excuserez, mais moi j'ai plutôt choisi de ne pas faire une présentation académique de notre région Poitou-Charentes, partant du principe que Madame Royale, qui a gouverné la région pendant des années, l'a rendue mondialement célèbre. Donc vous connaissez tous sur le Poitou-Charentes, j'imagine, ou à peu près. Non, plus sérieusement, alors, chers compatriotes aquitains, je vais très rapidement vous faire deux clins d'œil historiques. Le Poitou-Charentes a donc rejoint l'Aquitaine. Pour ceux qui ont quelques souvenirs historiques, nous voilà ramenés 8 siècles en arrière. C'était au XIIe siècle. Aliénor, duchesse d'Aquitaine, est à la tête d'un immense domaine allant de la Loire aux Pyrénées, en passant par les confins du Massif central. Nous y sommes. L'immense territoire qu'elle apporte au royaume de France par son mariage avec le roi de France, mais très vite répudiée, elle se marie avec le roi d'Angleterre. Henri II Plantagenet, et le royaume de France se défait, de ce fait, de la moitié de son territoire. Il faudra 2 siècles et la guerre de 100 ans pour réintégrer cette belle province au royaume de France. Alors pourquoi ce clin d'œil historique, me direz-vous? Eh bien parce que la création de cette super grande région Aquitaine, qui, comme vous pouvez le voir,
épouse quasiment en totalité les limites du duché d'Aquitaine du XIIe siècle. Cette super grande région, dis-je, qui dans l'esprit de nos dirigeants, participe très directement à la décomposition de la France. Vous savez qu'au Front National, je vais pas anticiper ce que vous dira Jacques tout à l'heure, nous sommes positionnés farouchement contre la création de ces grandes régions. Donc, dans l'esprit de nos dirigeants, cette création participe très directement à la décomposition de la France, et le duché d'Aquitaine, donc au XIIe siècle, en est, me semble-t-il, le symbole. Mais nous veillerons, nous, au nouveau conseil régional, à ce qu'une nouvelle féodalité ne se construise pas contre l'État français. D'ailleurs, notre slogan est particulièrement bien choisi, Jacques, une région populaire de la France. Et ça veut tout dire. Et le Poitou-Charentes, dans tout cela, me direz-vous. Eh bien, je voudrais là encore un très très bref rappel historique, qui n'est pas de prendre une résonance très, très actuelle. Poitou-Charentes, dans l'histoire de France, c'est quoi? C'est notamment Poitiers 732. Bravo! Je n'en dirai pas plus, ne voulant pas risquer de tomber sous le coup de nos abominables lois liberticides. Mais vous avez compris. Plus près de nous, en Charente-Maritime, à La Rochelle, il y a quelques années, j'étais déjà secrétaire départemental, et j'avais lancé une action dans les municipalités socialo-communistes UMP, qui préfigurait déjà le combat que Jacques mène contre l'islamisation de Bordeaux. La municipalité de M. Bonneau, en effet, à l'époque, avait fait prendre une délibération à l'unanimité de son conseil municipal, y compris les voix de son opposition au UMP à l'époque, au terme de laquelle la ville de La Rochelle prenait directement en charge les travaux d'agrandissement de la mosquée. C'était il y a déjà 7 ou 8 ans. C'est à l'époque, on ne se cachait même pas. Le conseil municipal a voté cette délibération, prenant en charge d'inscrire au budget de la ville. Il y avait 280 000 euros de travaux pour l'agrandissement déjà il y a 7 ans, de la mosquée de La Rochelle. Alors j'ai mené l'action que j'ai menée alors devant le tribunal administratif a abouti à l'annulation pure et simple de cette décision. J'ai fait condamner la ville de La Rochelle. Déjà, l'UMPS était à l'œuvre, comme je viens de vous le dire. Alors maintenant, ils sont prudents. Et ils s'abritent derrière le soutien à un soi-disant centre culturel, si j'ai bien compris, le dossier bordelais. Madame Calmels ne semble pas vouloir en accepter la copaternité avec M. Juppé, si j'ai bien compris également. Et bien moi, je suis convaincu, Jacques, que tu franchiras allègrement cette étape judiciaire qui te permettra de confondre les adversaires et que la vérité éclatera aux yeux des Bordelais. Voilà, chers amis, la solidarité fraternelle que le Poitou-Charentes amène à cette nouvelle grande région dans ce combat qui s'annonce titanesque contre l'invasion et son cortège de malheurs en Aquitaine comme dans toute la France. Merci Jean-Marc pour ce rappel historique tout à fait judicieux. Il faut savoir qu'on nous bassine aujourd'hui avec la laïcité et que même les représentants de la République, comme l'a si bien souligné Jean-Marc, bafouent la loi de 1905. Or, si la République est laïque, la France, elle est chrétienne depuis plus de 15 siècles. Et j'aimerais rebondir sur le symbole de Poitiers, puisque c'est à Poitiers que nous trouvons le baptistère Saint-Jean, qui date de 360 après Jésus-Christ et qui est le plus ancien monument chrétien répertorié à ce jour en Europe occidentale.
ce qui montre bien que la France est chrétienne depuis très longtemps, avec ses 50 millions de Christ, des milliers de communes qui portent le nom d'un saint, notre calendrier, et ainsi de suite. Je vais laisser la parole à notre tête de liste régionale. Je vous demande de l'applaudir parce qu'en début de campagne, les sondages nous créditaient de 18 à 19%. Aujourd'hui, les plus pessimistes sont à 22 et 23% pour nous, voire 25 à 26% grâce à l'action de Jacques, de l'ensemble des fédérations et de tous les militants. Bravo Jacques. Mesdames et messieurs, mes chers amis, vous avez devant vous une partie, et une partie seulement, des futurs conseillers régionaux, donc de cette nouvelle grande région. Vous le savez, merci. Un journal qui n'est pas particulièrement proche de nous et de nos amis, je parle du journal Le Monde, crédité déjà lorsque, Patrick vous le rappelez, nous créditait donc le Front National sur cette grande région, son groupe, de 27 élus. Nous faisions à l'époque, nous étions crédités d'un sondage, en effet, de 18-19%. Ainsi qu'il vous l'a dit, nous sommes au bas mot, sans doute à 22-23. Un dernier sondage qui a été fait exactement dans la même période, nous créditer de 25 et 26% au deuxième tour, c'est pour dire que nous sommes dans la fourchette, en effet, de ces chiffres-là. Et ainsi que je me plais à le dire, le groupe Front National sera donc un groupe important, bien sûr, mais ne sera pas un groupe de témoignage ou un groupe annexe. Il sera, selon notre expression et notre volonté, en accord avec toutes les têtes de liste de cette région, un groupe de pression et de proposition. Pression, c'est-à-dire qu'il devra, dans sa mission tribunicienne, si je puis dire, non seulement défendre ses électeurs, son programme, mais en même temps proposer, faire des propositions, et même si nous ne sommes pas pour cette grande région, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, nous sommes devant le fait accompli, et bien, à l'instar du nombreux groupe, du premier groupe français, des députés au Parlement européen, le groupe donc du Avenir et Liberté, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, nous comptons changer de l'intérieur cette institution, car j'ai pu pendant 24 ans constater les dérives, le fiscalisme, les gaspillages divers, et donc notre rôle sera bien entendu de défendre le programme que, succinctement, pour ne pas être trop long, je vous présenterai ce soir. Alors nous sommes au terme, c'est vrai, d'une campagne. Je ne sais pas si on peut avoir ce micro. Oui, si on peut ouvrir, ne pas être trop coincé derrière un pupitre, j'avoue que je viens un peu bouger, même en fin de campagne. Nous sommes en effet au terme d'une campagne d'une ampleur jamais réalisée pour une élection régionale. Je vous donnerai quelques chiffres. 26 conférences de presse, 18 000 km, en effet, nous y arrivons, 8 points presse, 12 dîners ou déjeuners débats. Nous avons sillonné les routes, des dizaines et des dizaines de marchés. Nous avons rencontré des centaines et des centaines, évidemment, de nos compatriotes à travers les 12 départements. Nous avons fait aussi une tournée des plages. Nous avons été présents pendant ce mois d'août sur tout le long, depuis Hendaye jusqu'en haut de la Charente-Maritime, donc sur les 720 km de côte de notre région. Nous sommes aussi, nous avons fait une campagne comme nous n'en avions jamais fait. Et je crois que cela est tout à fait normal de la part d'un mouvement qui, vous le savez, depuis les élections européennes, est électoralement le premier parti de France.
sommes aussi au terme d'une campagne, donc, pour ce premier tour, dont les sondages, c'est vrai, nous créditent, donc, je vous l'ai dit, de 22 à 25-26%. Nous avons là la confirmation d'une dynamique de la liste au Front National, de notre liste, certes, mais une dynamique avant tout de notre mouvement. Une dynamique, mais qui ne tient pas seulement, la presse souvent me questionne, c'est assez logique, qui ne tient pas seulement aux attentats meurtriers où le sang de 130 Françaises et Français ont taché les trottoirs de Paris. Cette dynamique, elle est plus ancienne. Vous savez, en politique, il n'y a pas de miracle. Rien ne tombe comme ça en 15 jours, ou quelques mois du ciel. L'évolution s'est faite, j'allais dire relativement vite quand même, bien que vous savez que notre mouvement a maintenant à 43 ans. Eh bien, cette dynamique, nous l'avons bien entendu perçue déjà depuis la dernière élection présidentielle. Je me permets d'insister en quelques phrases sur ce point, c'est très important. Car les sondages sont des sondages, les informations bousculent les informations, mais il y a des réalités plus profondes. Et je crois que cela est important pour l'analyse de ce que nous allons connaître, je pense, une grosse surprise. Une grosse surprise pour ces élections régionales. Élection présidentielle, Marine Le Pen fait le score le plus important de l'histoire de notre mouvement. Nous arrivons après aux européennes, du moins oui dans l'ordre, je ne sais plus, il y a tellement d'élections, les européennes, nous sortons de cette élection, premier mouvement électoral de France. Nous avons les municipales. Là, nous sommes dans des élections très locales. Rien que pour citer notre département, nous avions 2 listes il y a 7-8 ans. Nous avons pu en présenter, et Dieu sait si ce n'est pas facile, 19 en Gironde. Nous avons actuellement 23 conseillers municipaux. C'est-à-dire... Nous arrivons aussi à des élections extrêmement, qui étaient quand même très difficiles pour nous, qui étaient les élections cantonales. Ce fut, cette année, les élections départementales. Et là, vous savez pourquoi, je vous précise qu'elles étaient difficiles, car nous étions en face d'élus très implantés, en général assez cumulards, en général maire, conseiller général sortant, conseiller des syndicats de pays, intercommunautaires, etc., au clientélisme quand même assez bien affirmé. Et c'est vrai que nous faisions des chiffres très moyens il y a encore quelques années. Eh bien, cette page est tournée. Car on pouvait nous reprocher, c'est vrai, à juste titre. On nous disait souvent, mais écoutez, oui, l'élection nationale, Jean-Marie Le Pen candidat, aujourd'hui Marine Le Pen, vous avez un programme national, vous ne faites que du national, vous n'avez des solutions que nationales, mais dès qu'on tombe dans le local, hein, le départemental, le communal ou le régional, là, il n'y a plus grand-chose. Cantonal, les départementales, il n'y avait pas de candidats partout, on ne fait pas de gros chiffres. Tout cela, c'est du passé. C'est donc pour dire que lorsqu'un mouvement, que les élections soient avec un enjeu politisé, comme l'élection présidentielle, très politisée, ou avec des élections aux enjeux très locaux, comme les élections municipales ou départementales, et bien aujourd'hui, l'implantation du Front National s'est faite entièrement, et ainsi, quel que soit le type d'élection, le Front National maintenant est non seulement installé dans la vie politique, je rappelle avec un peu plus de 1600 conseillers municipaux, entre autres, mais augmente à chaque élection, quel que soit le type d'élection. Et si je vous dis ça, c'est pas pour s'envoyer des fleurs, se rassurer nous-mêmes, nous n'en avons pas besoin, mais pour vous dire donc que nous avons franchi, je pense, une étape très importante. J'ai le souvenir, j'en suis à ma 40e année de Front, vous voyez, je ne suis pas un perdreau de l'année, comme j'aime bien le répéter. Je me souviens des observateurs politiques il y a une trentaine d'années. Oh, le Front, c'est un feu de paille. Ça a été la première formule. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour certains, c'était un feu de paille. Et puis après, on a dit, mais c'est un vote de protestation. Que de protestation. Puis après, on nous a dit, c'est un vote de désespérance. C'est ainsi que je m'amusais à mimer l'électeur
du Front National, selon les politologues, vous savez, l'air un peu zombie, comme ça, je suis désespéré, je vois que le pays, voilà. Vous savez, aucune anomalie, mais c'est quand même une réalité. Mais la désespérance, voilà, oui, mais... Et il voulait se rassurer, je pense, le monde politique et ses experts. Et aujourd'hui, on se rend compte, je crois que même les experts en question le reconnaissent publiquement, maintenant, c'est un vote d'adhésion. Nous avons gagné, mes amis, mesdames et messieurs, la bataille des idées. Nous avons gagné la bataille des idées parce que nous avons, c'est vrai, avec ces attentats, c'est vrai que ces attentats ont ouvert. Si besoin était, il y a toujours encore quelques, si je puis dire, quelques gogos, voilà, vus à la télé, des très politiquement corrects, qui peuvent dire, ah oui, on a une Front National, ça peut être dangereux, on ne sait jamais. J'ai même entendu M. Juppé qui a dit, vous avez vu dans Le Point, j'ai lu ça là, tout à l'heure, alors dans Le Point, M. Juppé dit, oui, le Front National, ce n'est pas une solution, et bien fermer les frontières, c'est très mauvais pour le tourisme, point d'interrogation. Là, je vous dis, il fait fort, la Juppé, là, je le cite dans le texte. Au moment où nous sommes en loi d'exception, si je puis dire, voilà la réflexion d'un homme qui se veut le premier magistrat de France dans quelque temps. Bon, on est habitué à un Juppé qui dit toujours un peu l'inverse de tout, qui fait le grand écart, et comme a dit Marine Le Pen, un jour il se fera mal aux adducteurs. Mais, voilà, il avait même trouvé un nouvel adjectif, ce qui m'avait fait quitter symboliquement la salle du Conseil régional. Il avait trouvé un nouvel adjectif pour les idées du Front National. En général, c'était des idées nauséabondes. C'était déjà pas mal. Mais lui, il a trouvé un nouvel idée, c'était des idées perverses. Bon, ça paraît peut-être même un petit peu moins, mais c'est perverse. Voilà, les idées nationales sont perverses. Tout ça, mes amis, bon, c'est pas pour faire des effets de manche, en fait, tout ça, c'est des culs, des vagues. Tout ça, c'est bien beau, mais ça ne signifie pas grand-chose. Et c'est vrai que le maire de Bordeaux nous a habitués à échanger. Alors, il change beaucoup, c'est toujours à géométrie variable, il est pour quelque chose. Le lendemain, il est pratiquement pour l'inverse. Je dis bien l'inverse, lui, quand il change, c'est... Voilà. Bon. C'est un peu son ami M. Beyrouth, fesse à gauche ou fesse à droite, on ne sait pas trop où on est, voilà. Un jour ça sera le triomphe des Bermudes, parce qu'ils disent de se perdre, en politique. Vous verrez. Retenez bien ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes, c'est vrai, dans cette dynamique qui fait qu'avec, bien sûr, ces attentats ont frappé les gens. D'abord, elles ont frappé cruellement un certain nombre de familles, qui ont frappé l'esprit des Français. Que se sont-ils dit? Moi, je pense, ça paraît une évidence, que les Français se sont dit, mais le Front National avait peut-être raison. Le Front National a sans doute raison. Le Front National a raison. Voilà, tout simplement, car, mes amis, nous avons toujours, depuis des années, tenu un discours de vérité aux Français. Nous les avons alertés sur le communautarisme qui s'infiltrait et qui peu à peu gangrénait la France. Le communautarisme, c'est la destruction de l'unité nationale, de la perception que nous avons, quelles que puissent être nos origines, des générations autres, la perception que nous faisons partie d'un même pays, que nous en acceptons la culture, que nous acceptons même avec fierté, je pense tous ici, mais hors de cette salle aussi, de cette culture bimillénaire. Que la France n'est pas n'importe quel pays. Je rappelle souvent, et j'aime le faire, que dans les cours d'Europe, c'était la langue française qui était la langue internationale, la langue diplomatique. Que nous avons eu, c'est vrai, nous avons été un phare du monde, civilisationnel. On va dire, oh, Colombier, il est sympa, mais il part dans des stratosphères, hein, et puis ça ne concerne pas beaucoup la région de Si, parce que c'est ainsi que, je le dis souvent, les régions ne sont pas hors sol. Elles font partie de notre pays. Elles subissent les mêmes maux, évidemment, puisque les régions composent notre pays.
que ce ne sont pas des îlots de paix, de tranquillité, où tout va bien, où le chômage n'existe pas. Il est évident que nos régions subissent les mêmes problèmes, quelles que soient les régions. Alors à des titres quelquefois un peu divers, à des degrés divers. Mais nos régions, grâce aux présidents de gauche et de droite que l'on a pu connaître, j'en ai connu moi plusieurs, eh bien on se rend compte que la politique qu'ils ont menée dans nos régions, c'est la politique qu'ils ont menée pour le pays. Grosso modo. Alors les sondages sont là, c'est vrai. Je pense qu'il y a une véritable, et vous pensez comme moi, prise de conscience des Français, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Cette dynamique, depuis déjà les élections présidentielles, est en marche, et elle va continuer. Alors, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Restons modestes, il vaut mieux avoir des bonnes surprises. Mais je pense, mes amis, qu'il n'y a pas un seul facteur qui puisse nous faire dire que nous allons stagner ou que nous allons descendre pour ces élections régionales. J'allais dire, tout nous montre sur le terrain, car il y a un thermomètre très intéressant. Vous le savez, vous qui êtes certains militants actifs du Front National, ce sont les marchés. Là, les marchés, vous rencontrez les gens, vous rencontrez le peuple, vous rencontrez le peuple des Français, avec des différences d'âge, de classe sociale et tout, et nous voyons ce qu'ils nous disent. Et en gros, que nous disent-ils? Vous avez raison, tenez bon, j'ai voté pour vous, je continue à voter pour vous. Et puis pas mal qui nous disent, oui, je n'ai pas voté pour vous, mais je vais voter pour vous. Beaucoup nous disent, parce que c'est un langage de, j'allais dire, simple et de bon sens, c'est de dire, bah oui, j'ai voté à gauche, oui, j'ai voté à droite, bah écoutez, cette fois-ci, j'ai voté les Front National, j'en ai marre. On l'entend, ça, j'en ai marre. Il faut le dire en termes très simples, mais voilà, les gens nous disent. Les gens, c'est vrai, ont voté pour la droite, pour la gauche, longtemps, ils ont cru à la différence entre ces deux clones, de l'UMP et du PS, de ses frères siamois. Moi, je me plais, bon, ce sont les républicains, oui, tout le monde est républicain, hein, tout le monde admet la République. Moi, je préfère le terme du PS parce que, je veux dire, il est très clair. Du reste, vous savez, si Nicolas Sarkozy a changé l'intitulé de son mouvement, c'était à cause de ça. Ça n'est pas caché, hein. Ça leur colle à la peau, UMPS. Eh oui, mais le problème, c'est que, quand je parlais du programme du Front National tout à l'heure, je l'ai connu pendant 24 ans, ce conseil régional. L'UMP, autrefois RPR, avec le PS, ils votent ensemble, en gros, 80% des dossiers. Et bien 80%. C'est pas 50, 40, c'est 80%. Alors t'entends sur certaines politiques, il faut faire quand même un peu de politique politicienne, il faut faire un peu de tambour, alors on dit non, on s'oppose et tout, mais moi j'étais à la commission permanente, c'est-à-dire l'exécutif lui-même, le bureau pouvait entendre toutes les sensibilités, et tout euro, et tout franc à l'époque, et tout euro qui sort de la région, est donc voté dossier par dossier par cette structure. Et bien ils votaient tous ensemble 80% des dossiers de cette structure. Alors, nous sommes en face aujourd'hui, je ne vais pas être très long là-dessus, mais quand même vous rappeler, moi je suis bien entendu, vous êtes ravis, je suis ravi d'avoir découvert un peu plus, car je ne connaissais pas trop, c'est vrai, le Limousin. Nous sommes contents aussi de voir nos amis picto-charentais. J'y ai des attaches familiales. Je suis de Racine Saint-Ongère, vous voyez, à Saint, en Charente-Maritime. Je ne me sens pas très éloigné. Mais mes amis, c'était il y a 800 ans, en effet. Le duché de Guyenne, Aliénor n'avait sans doute pas les compétences qu'ont aujourd'hui les conseils régionaux. Et puis bon, la politique, je ne sais pas si elle était plus simple, mais enfin, c'est quand même assez complexifié pour la gestion du pays. Nous sommes en face, et cela n'a pas notre approbation, de véritables mastodontes administratifs. Ce qu'on vous cache, ce qu'on vous a caché, bon, il suffit de lire assez facilement maintenant, c'est que le gouvernement français n'a pas décidé de ces régions. Le gouvernement français, souverainement, n'a pas fait un choix de la loi NOTRe, c'est-à-dire de la nouvelle organisation territoriale de la République. Non. C'est sur injonction de Bruxelles. C'est sur injonction de l'Europe et de l'européisme que
l'injonction est arrivée à Paris en disant il faut créer des euro-régions. Voilà. Alors, une fois de plus, évidemment, on se rend compte encore de la, si je puis dire, de la servilité, de l'obéissance de principe, de ce rêve qui est déjà mort. C'est un astre mort qu'on nous avait vendu, rappelez-vous, l'Europe. L'Europe, à plusieurs, nous sommes plus forts. On va régler le chômage, ou du moins le réduire fortement. L'euro va être une monnaie extrêmement forte. Cela va profiter au peuple de l'Europe. La sécurité, les frontières, on va abolir les frontières intérieures, mais les frontières extérieures, nous allons bien sûr les conserver, les défendre. Quand on voit la porosité aujourd'hui des frontières de l'Europe, on juge vraiment le décalage qu'il y a. La sécurité, en effet, et puis la prospérité. Voilà, on est plus fort à plusieurs. Vous savez, quand on additionne 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Ah oui, c'est en gros cela. C'est évident. Et là, eh bien voilà, nous sommes devant des euro-régions. Mais du reste, la commission de Bruxelles ne s'en cache pas. C'est pas du fantasme de ma part ou de l'attaque politique politicienne. Que veut l'Europe? Elle le dit, elle l'écrit. Elle veut la création d'euro-régions de façon, et ça, nous en donnons la conclusion, de façon à ce que ces euro-régions traitent directement avec Bruxelles en passant par-dessus les champs nationales. Et ainsi que nous le disons depuis des années, le plan européen, fédéraliste européen, c'est de détricoter peu à peu les nations. Et cela y participe. Alors bon, j'allais dire, ça c'est déjà une opposition philosophique de notre part. Car vous savez, nous pensons que la nation est le cadre le plus naturel où des gens d'une même culture, dans un territoire donné, protégé par des frontières, peuvent vivre le mieux possible en harmonie. Comme la famille est la cellule de base de la société, la commune est la cellule de base de la vie civique, eh bien la nation pour nous est évidemment, j'allais dire, la cellule de base de la vie internationale et d'un équilibre, qu'a c'est vrai selon les siècles, mais un équilibre qui a marché. Alors, on a vendu aux Français que ces régions allaient faire des économies. Allaient leur faire avoir des économies, on va mutualiser. L'idée, en effet, est assez suffisante. Hein, c'est comme l'intercommunalité. Alors, vous voyez, on se met à plusieurs, on mutualise, on réunit nos moyens, on donne ainsi un certain nombre de services à nos concitoyens, et ainsi nous dépensons moins d'argent. Et oui, simplement, au lieu de plafonner le nombre d'élus à 150, ce qui était dans la première mouture de la loi NOTRe, eh bien, on a additionné tout simplement tous les élus des 3 régions. Il y a eu un amendement qui est passé un soir à l'Assemblée, on ne va quand même pas se faire arrêter. Vous pensez bien, il fallait quand même, on additionne les élus. On additionne les élus avec leurs indemnités, leurs frais de secrétariat, les véhicules, enfin, tout ce que cela entraîne. Et puis, la fonction publique territoriale, on additionne 3 fonctions publiques territoriales. Les économies d'échelle, évidemment, sont absolument nulles. On sait ce que j'ai appelé le grand mensonge socialiste. On a trompé les Français là-dessus, et évidemment, même la Cour des comptes dit, pas un rapport, puisque les grandes régions n'existent pas encore, mais je crois que c'est dans une nette intention, calculant au bas mot, si économies il y a, elles seront à l'horizon de 12 à 15 ans. Voilà, mes amis, donc déjà, c'est une première, j'allais dire, un premier argument pour que nous y soyons opposés. Le deuxième argument est peut-être plus insidieux et plus dramatique. C'est la philosophie que cela sous-tend. À l'UMPS, ils sont pour l'Europe, ils sont pour les euro-régions, ils sont pour l'intercommunalité. C'est-à-dire des structures, je pense entre autres à l'intercommunalité, qui ne sont même pas représentatives du vote des électeurs. Et ainsi, ce sont des structures toujours un peu plus éloignées, un peu plus grosses, vis-à-vis de nos concitoyens. Et ainsi, dans cette grande région, il est évident que les centres de décision seront de plus en plus éloignés de nos concitoyens.
Nous sommes pour une démocratie de proximité, la commune, le département et l'État, avec ses fonctions régaliennes. Le département, parce que certes en 1792 c'était une journée à cheval, oui, des voitures, peut-être on pourrait les modeler un peu différemment, mais c'est encore, j'allais dire, à taille humaine. La commune, c'est à taille humaine. La commune, quand vous n'êtes pas content de la politique municipale, de la hausse des impôts municipaux, de certains travaux somptuaires ou autres, je ne sais, eh bien dans ce cas-là, vous changez de maire. Pour changer de maire, il y a des élections. C'est un lien direct entre le citoyen et le centre de décision que représente l'équipe municipale. Mais quand c'est l'intercommunalité, du reste, le maire maintenant commence un petit peu à s'effrayer en disant c'est un danger pour les libertés communales, je crois qu'il serait temps quand même. Eh bien nous sommes en effet pour une démocratie de plus de proximité, et nous ne voyons pas pour l'instant, déjà au résultat des politiques régionales qui n'ont pas été toutes mauvaises, il faut le reconnaître. Je pense entre autres au lycée que l'État nous a légué en 1986 dans un état absolument lamentable. Et c'est vrai qu'avec un transfert de dotation de l'État aux régions, la région quand même a remis en état tout ce parc de lycées. Mais d'une manière générale, on ne voit pas les bienfaits de la politique régionale sur l'état du pays en général. Donc, je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais nous ne sommes pas pour ces grandes régions. Alors, je vais dire, le coup est parti. Nous sommes devant le fait accompli, et ainsi, je vous le disais tout à l'heure, nous allons bien sûr à l'élection, comme nous allons à l'élection européenne, même si on n'est pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle est, mais il y a espoir, et nous pouvons, j'espère, si ce n'est changer de l'intérieur cette institution, du moins réduire les inégalités, les gaspillages, les dérives des régions telles qu'elles sont actuellement. Alors, nous avons en face de nous Alain Bousset. Alors Alain Bousset, c'est le président sortant, socialiste. Écoutez, c'est un président socialiste. C'est un président socialiste qui nous explique, encore hier, lors d'un grand débat d'une heure et demie radiophonique, nous explique qu'il a une bonne gestion. Je n'oserais pas dire qu'il a dit que c'était la meilleure gestion possible, mais c'est une bonne gestion, réaliste, il n'y a pas de problème, on s'est attaqué à ci, à ça, voilà. Et puis nous avons l'autre candidat. C'est une candidate, c'est Madame Virginie Calmel, candidate des Républicains. Alors elle a changé de braquet à plusieurs reprises dans la campagne. Hier, elle nous a fait un assez beau scénario. Alors elle jongle avec les dizaines de millions, ou même des centaines de millions, parce qu'elle a évoqué le chiffre de 500 millions d'économies. Elle jongle avec les millions d'euros, comme ça, comme avec un bilboquet. Voilà. C'est Madame Bilboquet, on enlève 130 millions là, on enlève 500 millions, j'ai moins ces deux chiffres dans la tête, on ne sait pas trop. Elle nous fait un inventaire de propositions, un inventaire à la Prévert. Je vous assure, c'est digne d'un catalogue de la Redoute, ou d'un bottin téléphonique. C'est énorme. Elle le dévide, elle le déroule comme ça, au fil des débats. On ne comprend pas toujours très bien, mais enfin bon, c'est comme ça. Elle veut même privatiser un peu les transports. Enfin bon, ça va un peu qu'à un cas. C'est une campagne un petit peu chaotique. Elle ne fait pas beaucoup de terrain. Elle se fait, sacrée par les confréries vineuses grâce à son mentor, M. Juppé. Parce que Mme Calmel, je ne vais pas lui faire procès d'intention. Moi, je ne fais pas de procès. Vous savez qu'elle va en faire un, vous savez. Procès d'intention, mais elle est d'abord la candidate Alain Juppé, c'est lui qui l'a imposée, puisqu'elle avait été refusée comme candidate des Républicains. Mais bon, quoi qu'il en soit, grâce à M. Juppé, alors elle court les plateaux médiatiques, parisiens, vous savez, et provinciaux aussi. Alors elle est quand même allée voir quelques agriculteurs, a fait quelques marchés, mais enfin, des marchés, nous en avons fait beaucoup en Gironde. On peut dire que, à raison pratiquement de 2 par jour, 5 jours sur 7, j'ai pas beaucoup vu Mme Calmel. Alors je ne sais pas si le fait de revêtir la cape
des confréries vineuses, du Bontemps, de Saint-Émilion, tout ça, touche beaucoup les gens, mais je pense qu'elle fait une campagne un peu hors sol. C'est Thomas qui monte sur des films, il n'y a pas de terre, on ne sait pas trop, mais bon. Quoi qu'il en soit, j'allais dire c'est la meilleure candidate en face de nous. C'est la meilleure candidate parce que ce n'est pas une candidate régionale, je pense. Nous faisons, c'est vrai, une campagne de terrain. Nous allons à la rencontre de nos concitoyens, nous les écoutons, nous constatons qu'ils adhèrent de plus en plus à nos idées, nous arrivons à convaincre, ou à ne pas convaincre certains, mais du moins nous sommes, nous, en contact direct avec la réalité. Alors nous avons ces deux candidats, et puis vous le savez, Madame Calmel, quand même, elle a terminé cette campagne de premier tour de façon assez médiocre, en me menaçant, alors je ne sais s'il a déjà déposé sa plainte, en voulant déposer une plainte contre moi pour diffamation. C'est la diffamation, alors je ne sais si l'acception de la diffamation sera acceptée par les tribunaux. Je ne l'ai pas insulté à titre personnel, je n'ai pas parlé de son physique, je n'ai pas injurié, je ne me suis pas moqué d'elle ou de sa religion. Enfin, voilà, c'est quand même très précis, la diffamation. Ma faute, mesdames et messieurs, c'est d'avoir rappelé que l'exécutif municipal, à la tête duquel est M. Juppé, a toujours comme projet, vous le savez, l'édification à Bordeaux d'une grande mosquée de 3500 places, Jean-Marc qui faisait allusion, de ce que j'appelle un véritable quartier islamique. Je rappelle, pour ceux qui peut-être ne savent pas, ce n'est pas une simple salle de prière, 3500 places, une école coranique, une école de formation d'imam, une bibliothèque, salle de conférence, amphithéâtre, commerce halal, chambre d'eau, je crois, voilà. J'en passe, les meilleurs ou les pires, et tout cela sur plusieurs hectares. Et c'est de notoriété publique. Alors Mme Calmel me dit, mais comment? Alors c'est vrai que dans notre journal, j'ai mis Alain Juppé et Mme Calmel, évidemment on fait partie quand même de la majorité, Anita Juppé, mais elle dit, moi j'ai jamais voté quoi que ce soit sur la mosquée. C'est vrai qu'elle est à la mairie de Bordeaux que depuis 1 an. Mais il n'empêche qu'il y a des mots consents. Elle n'a jamais, je lui en ai parlé à plusieurs reprises, elle n'a jamais montré la moindre réserve sur ce projet. Alors elle nous annonce aujourd'hui, mais le projet est arrêté. Je ne sais pas si M. Juppé est content, parce qu'elle a parlé à sa place. M. Juppé n'a jamais dit que le projet était arrêté. Le projet est apparemment, en effet, en sommeil. Mais il est en sommeil, pourquoi et par qui? Il est en sommeil parce que ce projet, quand même, auquel M. Madrel, ancien président du Conseil général, M. Feltes, ancien député, qui avait dit je donnerai à ce projet une partie de ma réserve parlementaire. M. Rousset lui-même, je vais retrouver les documents, avait dit oui, on pourra participer à ce projet. Ça devient un dossier régional. Ou du moins, ce n'est plus qu'un simple dossier municipal. Avons-nous entendu Mme Calmel, non pas s'y opposer, ce serait très difficile pour elle, mais au moins, j'allais dire, y amener quelques réserves, quelque chose que ce soit. Alors, nous allons, ce projet est arrêté. Le maire de Bordeaux n'a jamais dit que ce projet était arrêté. Alors, il en savait pourquoi. Il avait quand même agité la classe politique bordelaise de façon assez forte. Au point qu'il y a eu, certes, sur le quartier de la Bastille, on les comprend, puisque c'est là que le projet était prévu, ce quartier au-delà du fleuve, une association de défense des riverains du quartier de la Bastille, qui, voyant un tel projet, évidemment, s'y est opposé. J'ai eu quelques rencontres avec cette association, et puis, à l'appel du Front National, plusieurs centaines de Bordelais, sous le vent et la pluie, certains d'entre vous s'en souviennent, ont répondu à l'appel du Front pour une manifestation de rue, sous haute surveillance policière, mais qui s'est bien passée. Nous n'étions pas 10 ou 20 ce jour-là. Et de ce jour-là, quelques semaines ou 1 mois après, M. Juppé a décidé de déplacer le projet.
évidemment, avec l'opposition que ça avait déjà très locale, que ça avait suscité, il l'a mis, enfin, il a dit, ça sera sur un terrain qui est un peu plus loin, vers la passerelle de la gare, enfin, sur les quais, un peu plus loin. Et puis, moi, je me suis renseigné auprès de la mairie, mais on a dit que c'est curieux, le terrain est inondable. Alors, en fin de compte, peut-être que le projet, on ne sait pas, on va attendre, il faudrait des travaux, j'imagine, je ne sais pas, d'une digue, de protection contre d'éventuelles submersions. Et c'est vrai que le projet, pour l'instant, est arrêté. Ce projet de notoriété publique, elle dit, c'est pas vrai, il n'est pas de cette taille. Écoutez, on rêve. La presse radiophonique, télévisuelle, écrite, j'ai les documents qui sont là sur le public. Bon, on va vous les montrer, mais c'était l'écho de ce projet. En parlant de 22 millions quand même d'euros. Alors j'ai osé dire qu'il sera, je cite notre document que vous avez sur votre fauteuil, qu'il sera en grande partie, ou en partie payé par les contribuables bordelais. Oui. Bien sûr, parce que vous le savez, moi j'avais prévenu le maire de Bordeaux en lui disant, si vous partez sur ce projet avec le vote de subvention de la mairie de Bordeaux, je vous attaque au tribunal administratif pour violation de la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et alors les maires, et là-dessus Jean-Marc Lacoste de la République a très bien vu la chose et a très bien manœuvré, les maires, pour pouvoir détourner cette loi, ont dit, écoutez, on va subventionner non pas la partie cultuelle du culte, mais on va subventionner la partie culturelle. Alors évidemment, ils peuvent subventionner l'amphithéâtre, les commerces, la bibliothèque. Je doute que dans la bibliothèque, on voit des livres de la collection verte ou rose. Ce sont évidemment des livres religieux. Avec une école coranique, c'est évident. Est-ce que ce sont des subventions culturelles quand on fait une école de formation d'imam? Ça me semble plutôt relever du fait religieux. Donc voilà, nous en sommes là. Et alors, je crois que Madame Calmel, mais surtout Alain Juppé, sont très embêtés, électoralement parlant. Car beaucoup de Bordelais ont quand même été choqués de ce projet, qui, je le rappelle, n'est pas une simple salle de prière, ont été choqués, et électoralement parlant, voilà, c'est vrai que je le rappelle à chaque élection. Je rappelle parce que nous pensons qu'aujourd'hui, hors des attentats que nous avons connus, mais ce genre de projet d'une telle taille, que j'appelle une taille pharaonique, participe en effet à l'islamisation de la société. Car vous le savez, je vais dire cette tribune être très prudent, mais ce ne sont pas les Japonais ou les Norvégiens qui créent des problèmes dans notre pays. Alors bon, je ne suis pas de nationalité, vous remarquez, parce que moi je suis compris sous le coup de la loi Guesso. Mais je veux dire, il est évident qu'on a un problème, en effet, avec cette religion qui ne fait pas la différence entre le spirituel et le temporel. Voilà, c'est tout, j'en arrête là, parce qu'il faut être, je vous le dis, très prudent, mais je vois que le bon sens veut quand même que tout le monde comprenne. Alors, Monsieur Rousset, lui, écoutez, c'est, en gros, je vous le disais, il privilégie le fonctionnement, l'investissement. Je l'ai vu pendant des années, dans une proportion quand même au moins 60-40, si ce n'est 70. Monsieur Rousset, mais comme tout président de région, même à droite, j'ai le souvenir de Charles Valin, qui était président RPR à l'époque, qui, quand il a quitté la région, battu par Monsieur Rousset, avait fait de l'Aquitaine la troisième région la plus endettée de France. Eh bien, Alain Rousset a sans doute désendetté, j'allais dire, c'est pas difficile, au point où nous en étions, c'est vrai que c'était vraiment très lourd, mais a bien sûr appliqué une hausse permanente des impôts régionaux. Comme M. Madrel avait une hausse permanente des impôts pour ce département, ou M. Juppé, qui vient en effet d'augmenter la fiscalité municipale. Alors, et puis ce sont les dérives, les gaspillages, les gabegies. Alors aujourd'hui, on nous dit dans la loi NOTRe, il n'y a plus de compétences générales.
Il n'y a plus de compétences générales, donc on va se recentrer sur ces compétences. Je n'y crois pas beaucoup, parce que les régions ont une énorme compétence qui existait déjà, mais qu'on a conforté, c'est le développement économique. Alors, avec du développement économique, vous savez, on peut tout faire. On peut faire passer à peu près tous les dossiers en disant, mais ça a un intérêt, bien sûr, économique. Donc, écoutez, c'est entre autres les subventions de la politique de la ville. Politique de la ville, ça s'appelle, ce sont des crédits à l'immigration, ce sont des crédits ethniques. Voilà, et bien là, la région, bien entendu, y participait. Et puis il y a aussi des relations internationales. Je vais quand même vous en dire un petit mot, ça passera peut-être des économies là-dessus. Relations internationales, j'arrive au Conseil régional en 1986 et en 87-88, on tombe sur un dossier de subvention, là c'était la droite à l'époque, de subvention pour le dragage de lagunes au Burkina Faso. On n'a rien contre les Burkinabés, ça doit être intéressant chez eux, je pense, ça relève d'un véritable problème, mais en quoi une région française, la région Aquitaine, avait à s'impliquer dans ce genre de dossier? Il y a pour ça des crédits de coopération, éventuellement, d'État à État, voilà. Et puis il y a quelques années avant de quitter M. Conseil, il y a 6 ans, c'est-à-dire le Conseil régional, là, c'était encore mieux, je trouve, c'était encore plus incohérent, on a subventionné la plantation de forêts dans la province du Yunnan en Chine. Alors, quand on sait que l'Aquitaine a une très grande forêt, une des plus grandes forêts d'Europe, que nos bois, que nous n'avons pas toujours, que nous écoulons quelquefois avec difficulté, qui est en concurrence, vous le savez, par les bois du Nord, eh bien on allait, parce que les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres, c'est un grand continent, il y a tous les climats, toutes les terres, ils sauront planter des arbres, ils sauront les faire pousser, et ils sauront nous les envoyer, et ainsi, avec la concurrence et le coût du travail que l'on connaît en Chine, bien sûr, ils allaient concurrencer nos bois français et particulièrement aquitains. Je vais voter contre. Nous avons été, le groupe Front National, les seuls à voter contre. On leur a dit avec humour, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Non, mais la solidarité internationale, eh bien nous disons non. C'est pas parce que c'est l'étranger, mais nous estimons que tout euro de la région, qui est payé par le contribuable en plus régional, doit revenir exclusivement aux habitants de la région. Ça, alors, nous, je vais vous parler rapidement, bien entendu. J'évoquais Madame Calmel. Je rajouterai quand même que, là aussi, il faut que vous le sachiez, parce que, comment dire, il joue évidemment sur les deux tableaux. Le 10 novembre, si je ne dis pas de bêtises, publiquement, la mosquée, l'inauguration par l'équipe municipale de Bordeaux d'une nouvelle mosquée au Grand Parc. C'est un quartier assez, disons, coloré. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'Alain Juppé inaugure, enfin son adjoint inaugure cette mosquée et la met entre les mains d'un imam qui faisait partie de l'équipe de la mosquée de Bègle, dont Noël Mamère, on ne peut pas soupçonner d'être un anti-immigration. Noël Mamère avait fait fermer cette mosquée parce que sur alerte des services de renseignement, je cite, le radicalisme montait de façon inquiétante dans cette mosquée. Donc il a fait fermer. Oui, même M. Mamère arrive à avoir de temps en temps des mesures de bon sens. Eh bien, on retrouve monsieur, je n'ai plus son prénom, Ilias, il s'appelle, imam de la mosquée du Grand Parc. Et puis, dans la foulée de cette inauguration, eh bien, on va faire une conférence avec M. Mohamed Bari. M. Mohamed Bari est un prédicateur, sans doute de l'islam modéré, puisqu'Alain Juppé parle toujours de l'islam modéré, et je vous le cite, c'était alors une conférence sur la vie du couple dans l'islam. Disons la place de la femme dans l'islam, puisque de mémoire, la presse s'en est fait l'écho, je cite, je l'ai appris par cœur, la femme doit être fidèle à son mari, bien, et éventuellement se prosterner devant lui.
Bon. Elle doit être pudique et mettre le voile en toutes circonstances, porter le voile. Ce qui vous reconnaîtrez, la loi tout court. Et puis, troisième chose, si elle sort de son domicile, c'est avec la permission de son mari et en baissant pudiquement le regard. Bon, il n'y a pas meurtre quand même. Mais je veux dire, si c'est quand même pas une vision radicale de la femme dans la société, voilà. Ça, c'était le 10 novembre. Depuis le 10 novembre, vous pouvez le lire. On le savait, il y a même des affiches. Il y a un modèle, une photo d'affiche. Voilà. Par l'association Al-Maghreb. Bon. Eh bien, pendant toujours, silence total de la mairie. Et c'est vrai qu'au débat que j'ai pu faire à TV7, un grand débat avec des têtes de liste, je dénonce quand même, après 12 jours, je dénonce ce fait en disant, écoutez, c'est quand même un fait grave. Je pense que les attentats avaient déjà eu lieu. Et j'ai écouté, voilà, dans une ville comme Bordeaux, une municipalité laissait des prêches radicaux se dérouler comme ça au sein d'une mosquée. Ah, je le dis devant Madame Calmel. Madame Calmel, aucune réaction. Elle n'a pas protesté, elle ne s'est pas opposée à ça, elle a dit, ah bon, demain. Et la conférence devait être le lendemain de ce débat. Le soir, rien, et le lendemain, dans le Sud-Ouest, le quotidien, eh bien, nous apprenons que le préfet prend la décision d'annuler la conférence. Moi, j'allais dire, j'aurais servi à cela, le Front National. J'ai participé pour le conseil municipal lundi dernier, et là, oui, il y a 10 jours, et là, on me dit, ah oui, mais nous avions pris la décision le 7, alors je crois que le débat devait être vers le 19, nous avions déjà pris la décision. Bon, c'est ce que dit Madame Calmel dans un communiqué, c'est donc pour vous dire, mesdames et messieurs, j'allais dire l'attitude assez étonnante de cette mairie, de son maire, qui fait décorer la Légion d'honneur l'imam Tarek Bougou. Bon, non, mais pas, mais je veux dire, quel service a-t-il rendu la société, si ce n'est que, d'après un journée, il représente l'islam modéré, je ne sais pas, l'association des musulmans de la Gironde, qui devait donc prendre en main la grande mosquée, fait quand même partie de l'UOIF, officiellement. L'UOIF, vous savez, est une branche quand même radicale des associations de l'islam, les frères musulmans. Alors, si je vous dis tout cela, c'est que, vous voyez, je trouve quand même assez scandaleux, disons-le. On ne s'éloigne pas de la région pour autant. Scandaleux que, après des attentats, car ça s'est passé après les attentats. Après des attentats, des élus de la République qui n'ont pas arrêté de nous traiter de xénophobes, de racistes, de nazis, enfin, j'en passe, et des meilleurs, nous donnent non des leçons morales et de démocratie, acceptent dans notre pays ce genre de choses. Ils l'acceptent même pas, puisqu'ils le laissent faire, si ce n'est qu'ils en sont les initiateurs, ça j'en sais rien, mais au moins ils le laissent faire. Alors, nous arrivons, c'est vrai, en pleine vague migratoire. Je voulais quand même vous en dire un mot, parce que j'ai souvent des questions là-dessus, des précisions. Avant les attentats, je dois vous avouer, je suis désolé, moi j'aimerais qu'on parle aussi, c'est vrai, des TER, de la formation professionnelle, mais sur les marchés, je pense, messieurs les candidats, qu'on vous a plutôt parlé des vagues migratoires avant les attentats, que vous parlez, c'est vrai, des compétences régionales. C'est comme ça, je n'ironise pas, on nous parlait des vagues migratoires. Il faut que vous sachiez que j'ai démarré cette campagne au mois de juillet, juillet-août, nous étions à 700 000 à peu près arrivés sur le territoire européen de ces gens qu'on appelle les migrants. Il y a à peu près un mois, nous étions à 900 000, et aujourd'hui, je crois que c'est le président de la Commission européenne, a dit que nous sommes à 1 million. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le roman Le Camp des Saints, c'était le chiffre qu'il citait. Nous y sommes. Et le président du Parlement européen a annoncé il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines plutôt, que d'ici 2017, eh bien, il serait 3 millions.
il a annoncé. Est-ce pour dire nous allons peut-être arrêter ce phénomène, il faut arriver à traiter? Non, il a fait une constatation, nous, ils seront 3 millions. Alors, ces vagues migratoires, je rejoins le Conseil régional pour cela, il est évident que quand je dis qu'un euro doit bénéficier exclusivement aux habitants de cette région, je rajoute, sans aucune détestation particulière ni haine, qu'il n'y aura pas un euro du Conseil régional pour un immigrant. Bien entendu. Parce que, mes amis, dans un pays où on a 6 millions de chômeurs réels, de gens qui n'ont pas un travail régulier, quel que soit leur salaire, quand on a 6 millions de chômeurs, et chiffre officiel, 8 millions de pauvres, et bien contrairement à ce que dit Alain Juppé, on ne prend pas, la France n'a pas à prendre une part de la misère du monde. Moi je dis que la France a d'abord à prendre part à la misère des Français, quand on a 8 millions de pauvres, et que le devoir, même si c'est un drame humain, bien sûr c'est un drame humain, là aussi il y a beaucoup à dire, il fut des pays en guerre, oui et non, il y a une partie, c'est vrai, des familles, mais vous l'avez vu dans les reportages télévision, il y a aussi une grosse partie sont des hommes seuls. Je ne peux quand même pas croire qu'ils laissent leurs femmes et leurs enfants sous les bombes de Beyrouth ou d'Alep. Il faudrait qu'ils aillent au Canada, qu'ils défendent leur pays. Ce que nous devons faire, si cela devait, un Dieu de plaise, un jour arriver. Eh bien, nous disons le devoir des responsables politiques que nous sommes, quand on a 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, c'est de nous occuper des nôtres avant les autres. Voilà, il n'y aura pas de crédit en faveur de l'installation, c'est vrai, de ces migrants. Alors, quelle est la réponse de l'UMP, de M. Rousset, de Mme Calmel, de beaucoup d'autres candidats, bien sûr, dans cette course? Est-ce de régler le problème? Est-ce de contrôler, mais même de fermer les frontières? Pas du tout. Leur solution, c'est on va les répartir dans les villages de nos campagnes. Et bien voilà. Nous avons, faut dire, je dis ça avec ironie, mais sérieux, nous avons là d'excellents agents électoraux. Il n'y a plus besoin de faire grand-chose. Il sera intéressant du reste de voir, on verra, je m'avance peut-être, mais dans la commune de Carcan, dont M. Savaro, le grand chasseur, est le maire, où il va installer 82 familles de migrants en faisant restaurer des bâtiments évidemment de sa commune. Parce que vous avez remarqué, c'est quand même curieux, il y a 4-5 mois, il n'y avait pas de logements sociaux. Alors il fallait vraiment construire 220 000, 175 000 dans tel ou tel cas et tout. Et puis en 2 mois, on a trouvé des logements. On a trouvé des logements. On a trouvé des logements, et quand on ne l'ouvre pas trop, on rénove, on réinstalle, voilà, à toute vitesse. Là, il se bouge. Là, les politiques se bougent. Eh bien, mes chers amis, c'est un scandale. Il est scandaleux de laisser des familles, des centaines, je pense que Jean-Marc l'a vu à l'époque, de laisser des centaines de milliers de familles françaises aux revenus modestes sans logement, alors que des migrants qui n'ont pris peut-être avec des dangers, mais qui n'ont pris que la peine de venir, on leur trouve toujours tout de suite des logements. Et sachez que nous avons des informations, et je le dis publiquement, comme quoi la formation professionnelle a reçu des ordres pour faire passer en priorité ces jeunes, les jeunes migrants, et leur trouver en priorité du travail. Eh bien, mes amis, quand on trouve pour les étrangers des logements, du travail, de la formation professionnelle, des allocations sociales et là, eh bien, ça s'appelle de la préférence étrangère, et nous lutterons jusqu'au bout contre cela. C'est ça la mission aussi du Front National. Sans même une détestation particulière des autres, mais, comme je vous disais, les nôtres avant les autres. Alors, mes amis, nous avons, c'est vrai, je veux terminer par ça, je ne veux pas être trop long, je
je dis souvent ça, mais je continue, et ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit papier pour essayer de me cadrer, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire sur la région, et sur l'actualité nationale, évidemment. Nous avons un programme régional avec, contrairement à ce que disent nos adversaires, des solutions extrêmement concrètes, des solutions régionales, alignées dans les compétences régionales. Je vous parlais de sondage tout à l'heure, j'y pense, j'étais avec mon épouse en venant en voiture, et elle disait, je crois, sur Internet, des derniers sondages qui sont sortis. Marine Le Pen va gagner la région d'un Pas-de-Calais Picardie. Elle va la gagner, mes amis, rassurez-vous, parce que même maintenant, les experts, on est toujours experts en quelque chose quand on passe à la radio, les politologues, maintenant le disaient un peu timidement, ça m'avait frappé une dizaine de jours, maintenant ça y est, même s'il y a fusion des listes PS et UMP, ou si le PS se retire, ils ne pourront pas rattraper dans les listes. Vous savez que Marine avait des chances. Marion aussi a des chances, puisque, quand même, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elles sont à plus de 10 points devant le deuxième, qui pédale, le bon M. Bertrand, le papa du RSI, voilà, derrière Marine, voilà. Marion, c'est pareil. Et puis ce soir, là, c'est peut-être un scoop, divine surprise, on parle de la région Alsace, et Champagne-en-Fait. Et puis, notre amie Sophie Monteil, quatrième région, c'est la Bourgogne-France. Alors, c'est le résultat est très serré, mais pour arriver, devait arriver au deuxième tour en première position. Ça fait 4 régions. C'est quand même... Et on se prend à rêver, on a dit que le poids de on sait jamais. En revanche, moi, mes amis, c'est au bord d'une grosse surprise. Je le pense. Je pense que ceux qui sont sur la scène, ceux qui sont pour certains en premier rang, les amis des candidats, qui sont des élus qui ne se sont jamais pris la tête, qui ont toujours défendu contre vents et marées la France et les Français d'abord, nous allons dépasser la trentaine allègrement, je l'espère du moins, mais tout nous montre en effet que nous allons, en parlant vulgairement, cartonner. Eh bien, écoutez, c'est tout le et dans les Landes et dans la Creuse, parce que c'est vrai que ce sont des départements plus difficiles, mais enfin, vous savez, on a l'espoir, notre ami Vincent Gérard, après 104 ans de municipalité communiste et socialiste à Limoges, eh bien, ils sont 2 élus Front National, ils ont monté 3 élus Front National, ils ont monté Alors, mes amis, les 6 priorités de notre programme, de manière concrète et précise. 1, nous voulons, et si nous sommes à la tête de cette région, nous allons baisser les impôts régionaux. Il faut baisser la fiscalité. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que cela s'est fait. Et dites-le autour de vous, ce que je vous dis un peu ce soir, dernier jour de campagne, lors d'un repas, d'une réunion des amis, des copains ou de la famille, les 12 mairies du Front National ont tous baissé les impôts municipaux. Elles ont tous baissé de la première année. Et tout en conservant le service à leurs administrés. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait ce que nous comptons faire en région. C'est-à-dire, je prends comme exemple David Rachmin, qui était parmi nous en Gironde il y a quelques mois. Certains l'ont rencontré. Il a hérité d'une mairie comme Fréjus où il y avait 150 millions de dettes. Quand on a vu ça, on était heureux de la victoire, mais quand on a quand même vu l'état, on s'est dit que ça ne va pas être simple. Eh bien, il a malgré tout baissé les impôts. Il a baissé les impôts parce que, il me citait une certaine association
vraiment, ça va être du fonds perdu. Donc dans ce cas-là, non. Mais pour des entreprises en difficulté ou temporaire, et bien dans ce cas-là, on l'aide à remettre le pied à l'étrier, et 1 an, 2 ans, enfin, je crois que c'est dans les 2 ans, 2-3 ans maximum, et bien elle nous rembourse cette avance remboursable. Je pense que c'est du bon sens. J'en ai consulté ma souveraine à la Bousset qui dit oui, on en fait des avances comme ça. Enfin, c'est vrai, ils en font un petit peu, ils font aussi du direct. Ils font aussi, moi j'ai le souvenir, d'avoir des bons duels. Bon duel dans l'autre de Garonne, certes, enfin, le bon duel, on avait épluché le dossier, avait fait à l'époque 4 millions, je crois, de bénéfices cette année-là. Est-ce que c'est à la région publique, mais ils font le chantage un peu, alors quoi, on dira, tu ne peux pas nous aider, on ne peut pas faire un bâtiment de plus, on ne pourra pas embaucher. C'est ça le problème, tout ça est très, il faut être très attentif, je sais que les élus nous aident, il va falloir être pointu là-dessus. Donc, on fait des avances comme ça, quand ça vaut le coup, et tant mieux, il faut aider. Ça aide les entreprises, ça aide donc dans l'emploi. En revanche, c'est conditions. Conditions, il faut que ce soit une entreprise régionale. Pas question d'aller aider des entreprises d'une autre région. Il y a une autre région pour ça, un autre conseil. Deuxièmement, il faut qu'elle embauche localement. Sauf qualification extrêmement pointue, particulière, bon c'est vrai, ça peut arriver, on peut embaucher ailleurs, faire venir quelqu'un d'ailleurs, mais autrement on embauche localement et on maintient l'activité d'entreprise dans la région. À partir de là, ok, si l'entreprise délocalise, soit dans une autre région, ou c'est le cas de grosses entreprises, moi je pense beaucoup aux PME et TPE, mais si une grosse délocalise à l'étranger, et bien il est évident que dans ce cas-là, ou si elle embauche des travailleurs détachés, eh bien nous exigeons tout de suite le remboursement des avances remboursables et de ces crédits publics. Voilà, c'est pas compliqué. Ça nous paraît normal, c'est du bon sens encore. Notre programme, c'est un programme de bon sens. Troisième, voilà, et puis alors il y a surtout, alors 2 choses bien sûr très importantes pour le chômage, pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes, c'est l'apprentissage. Il faut mettre une priorité. L'Allemagne et d'autres pays sont beaucoup plus au point et évolués que nous. Le pré-apprentissage et l'apprentissage, qui coûte du reste, au patron, quand on prend un apprenti la première année, là on peut peut-être l'aider. Eh bien, il faudrait, ça ne dépend pas du conseil régional, nous avons toujours pensé que l'apprentissage peut, quand nos gosses sont bêtes à l'école, c'est pas son truc, peut et devrait démarrer à partir de l'âge de 14 ans. Et non pas traîner à l'école. C'est concret, il apprend le métier, l'amour du métier. Et puis la formation professionnelle. En formation professionnelle, je ne vais pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il faut complètement la revoir. Il faut complètement la revoir. Elle est de qualité sur le principe. On a, lors de réunions dans le Médoc, le jour, on a vu des professeurs, des CFA et de la formation professionnelle qui tirent la langue, qui ne revient du point de vue matériel. Enfin bon, c'est un autre problème. On verra ça quand on serait. Je vous en parlerai. La formation professionnelle, on s'est rendu compte. J'en ai parlé, François Ouvert à Bousset, je répète, à plusieurs reprises, il m'a dit oh, mon vieux, si tu bouges le mammouth, tu ne te rends pas compte. Quand on est sur un bouge en politique, ça veut dire que c'est pas. Ils n'ont pas une volonté extraordinaire, ils ne font pas que ça. Qu'est-ce qu'on se rend compte? La formation professionnelle n'est pas en adéquation avec le besoin des entreprises. Or, je le répète, c'est l'entreprise qui fait l'emploi, donc il faut, pourquoi pas, faire une table ronde régionale, convoquer ou inviter plutôt la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, les filières économiques, professionnelles, les chambres consulaires, les représentants des artisans, des commerçants, car ce sont des petits chefs d'entreprise, un commerçant ou un artisan qui a 2 ou 3 personnes. Voilà, et leur dire quels sont vos besoins. Vous avez besoin de quoi? Parce qu'on se rend compte, vous savez, qu'il y a des filières où ils demandent du personnel, mais il n'y a pas la qualification, il n'y a pas la formation. Donc, j'allais dire aussi, avec bon sens et réalisme, il faut mettre en adéquation, donc en face, c'est-à-dire que la formation s'inclut dans la vie économique régionale et locale. Le patriotisme économique. TER, je ne vais pas être trop long là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Les TER, les trains express régionaux. La région, vous le savez, est la compétence sur les transports. Elle achète les rames des TER. Les rames de TER, c'est pas donné.
Eh bien, nous disons qu'il faut la priorité absolue pour acheter des rames TER françaises, c'est-à-dire Alstom. Ça sera non seulement une préférence française, mais ça sera une préférence régionale, puisque Alstom est à La Rochelle. Et Alstom, j'allais dire, c'est quand même le leader mondial du rail, qui, dans le monde entier, avec ses TGV, ses TGV, exporte dans le monde entier. Bon, il y a des rames Alstom, mais il y a aussi pas mal de rames Bombardier. Bombardier, c'est sans doute de bonne qualité, mais Bombardier, il est nord-américain, il est canadien. Eh bien, nous disons, comme je répète, 95% des pays du monde qui pratiquent la préférence nationale, dans beaucoup de domaines, eh bien, faisons la préférence nationale et régionale en achetant, parce qu'on des crédits importants, des rames TER. Autre patriotisme économique, ça rejoint notre 6e, ce n'est pas par ordre croissant, décroissant, priorité de sauver nos agriculteurs. Une solution, une proposition très concrète. Là aussi, priorité régionale. Quand vous savez que 85% des viandes dans les cantines en France, tout confondu, sont des viandes étrangères. Ce sont des viandes en gros, principalement des pays de l'Est. Bon, sans doute de mauvaises viandes, hein. Je dis, l'herbe est aussi verte sans doute dans d'autres pays. Ils ne sont pas fous, ils savent aussi des brèves. Enfin, pourquoi aller acheter pour nos cantines de la viande étrangère? Et nous disons, dans un pays d'élevage comme le Limousin, avec la blonde d'Aquitaine, la limousine, la partenaire, la basanelle, qui sont d'excellentes races. Enfin, race, je ne sais pas très bien le enfin, d'excellentes espèces, n'est-ce pas? Eh bien, il y aura obligation, il faut se donner des devoirs. Il y aura obligation des cantines, des lycées et des CFA à s'approvisionner auprès de nos agriculteurs, de nos éleveurs, ou pour les fruits et légumes, aux portes de Bordeaux, nous avons le Lot-et-Garonne. Eh bien, ça sera une mesure de préférence régionale et de préférence consommant français, consommant local. Ça fera du bien à tout le monde, et en plus, je pense que ça augmentera la qualité nutritionnelle de la nourriture pour nos jeunes. Voilà, ça c'est le patriotisme économique. On peut le faire dans bien d'autres domaines. Je cite ce que c'est de là, de ne pas faire trop long. Défendre, bien entendu, les zones rurales. Les zones rurales, je rappelle qu'à Bordeaux et sa métropole, il y a une commune, quelques grandes villes comme Poitiers, Bayonne, Pau, Biarritz, j'en oublie, La Rochelle est un peu plus petite, mais bon, notre région, l'Aquitaine déjà, et les autres régions, sont principalement composées de zones rurales. Je rappelle qu'en Gironde, les sous-préfectures, c'est à peu près 5 000 habitants, 5 000, c'est Langon, c'est pas... Eh bien, les zones rurales, évidemment, sont les oubliés de la République, les oubliés de la nation. Et il faut les défendre parce que non seulement il y a beaucoup d'agriculteurs et de paysans, c'est vrai, c'est donc l'indépendance alimentaire, ça n'a pas d'importance. Mais la désertification rurale est une réalité que l'UMP et le PS, depuis 30 ans, ont laissé évidemment filer à l'abandon. Où sont les services publics? On m'a donné il y a 2-3 jours, pas secret, confidence, le nouveau général de la Légion, non pas étrangère, mais de gendarmerie, vient de prendre son poste. Il a sa feuille de route. On m'a dit qu'il a comme mission de supprimer 31 de gendarmerie dans les cantons. Ça veut dire que quand vous allez être le premier soir à 5 fois la grande, au bout du département, je pense qu'il y a quand même des cambriolages, je sais pas, des cambriolages, des agressions, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler les gendarmes de Bordeaux, c'est-à-dire à 1 heure de route. Eh bien, voilà, on sait que les services publics, les postes, on parle souvent des femmes enceintes qui, pour aller accoucher, font souvent 30 ou 40 km. C'est une image, mais qui est une réalité, tout ça. Eh bien, les amis, il faut que la région aide à recréer un peu ce tissu. Il peut tout à fait le recréer, entre autres avec la désertification médicale. Ça devient une compétence régionale, à savoir la création de maisons médicales.
Pour la formation professionnelle, ne pas pouvez revenir, mais il faudra bien sûr une filière pour les métiers d'aide à domicile, dans les zones rurales entre autres, d'aide à la personne. Tout ça, c'est du concret et du réel. Donc, il faut absolument aider nos soldats désenclavés. J'étais dans le département, je l'ai fait, de notre ami Étienne, en Lot-et-Garonne, dans le Fumélois. Va aller dans le Fumélois, même en voiture, on met du temps. Voilà un département enclavé, je sais souvent le Médoc. Vous le savez, pour ceux qui le connaissent et ceux qui ne le voient pas souvent. Vous savez, dans le Médoc, il y a une ligne de chemin de fer. Il y a 2 rails et une voie, c'est tout. 2 trains ne peuvent même pas se croiser. Et bien voilà, là, je veux dire, puisque la compétence du rail est en partenariat avec la SNCF est régionale, depuis 1986, qui a une idée, on peut peut-être poser quand même une deuxième voie. C'est pas une ligne LGV, ça ne coûte quand même pas ce coup-là. Bon, on est encore sous Napoléon III, vous savez, qui avait installé, évidemment, maillé le territoire des trains sous le Second Empire. Voilà, ça, ce sont évidemment des propositions très réelles, ainsi que l'entretien des routes, mais les routes, c'est plutôt le département. Il n'y a que des grandes routes. Je pense entre autres on parle toujours de la Limoges-Poitiers, qui est une route un peu dangereuse, et voilà, bon, qu'il faudrait doubler. Enfin, tout cela, ce serait évoqué. Les zones rurales, sauver nos agriculteurs, mais je vous l'ai dit, les cantines. Il faut évidemment, nous pensons, avec les économies qu'on peut réaliser, mais il faudrait augmenter bien sûr le budget agricole de notre région. Je pense une vingtaine de millions, c'est une estimation que j'ai à peu près. Bon, ça me paraît une somme assez correcte pour les aider, l'aide à l'investissement et surtout peut-être matériel. Mais vous le savez, il y a plus d'un agriculteur par jour qui se suicide puisqu'ils sont 600. 600 agriculteurs se suicident en France par an. C'est du moins le chiffre mortel de 2014. Pas mieux. Et ils sont en train de crever, ils sont au bord de la faillite. Je vous parlais d'indépendance alimentaire, mais on est moins. Monsieur l'Europe s'en fiche complètement, bien entendu. Ils crèvent, pourquoi? Parce qu'ils ont des normes absolument épouvantables de la part de Bruxelles. Ils ont deuxièmement des charges qui pèsent sur leurs entreprises, qui deviennent insoutenables, c'est ce qu'ils disent. Ils ont en plus, du fait de la mondialisation, des cours mondiaux de leur production qui fait qu'ils vendent à perte. Ils vendent à perte. Donc là, il faut évidemment qu'au niveau régional, je le dis souvent en entrée de jeu, je le dis que maintenant, c'est sûr que le Conseil régional va pas régler les grands problèmes des Français, d'immigration, d'insécurité, de chômage endémique, notamment, mais au moins avec un budget resserré, avec des compétences claires, on peut atténuer les conséquences et les effets de la politique d'austérité que nous ont légué M. Sarkozy, M. Hollande. Dernière chose, la sécurité. Puisqu'on a des compétences là, on a la sécurité, nous avons des propositions simples, là encore de bon sens, dans les lycées. Dans les lycées, vous savez, c'est une compétence régionale. Alors les lycées, c'est la construction, l'entretien des bâtiments, l'entretien des lycées. Les programmes et les salaires, c'est l'État. Donc, on se rend compte, je ne dis pas que ce sont tous les lycées, mais il y a un certain nombre de lycées où nos jeunes sont en danger. On le sait. Ils sont en proie, aussi bien à l'intérieur des établissements, mais souvent aussi aux abords, à la porte du lycée. Ils ont des problèmes de raquettes, je te pique ton téléphone, ton blouson, avec souvent attaque physique, et puis surtout, le problème de trafic de drogue. Le problème de trafic de drogue qui aujourd'hui touche les couches entières de la société, mais nos jeunes. Et bien dans ce cas-là, pour préserver et aider la sécurité de nos jeunes, dans les lycées CFA aussi, mais enfin surtout les lycées, dans des exemples à Bordeaux, bien sûr, c'est de mettre des installations d'équipements, installer des équipements de sécurité, portiques, vidéo, caméra, c'est comme ça. Qui aurait peut-être pensé il y a 40 ans ça, j'en doute pas, nous on n'a pas connu les lycées dans cet état-là, mais aujourd'hui il faut le faire. Donc il faut le faire, nous l'avons déjà proposé dans les précédents mandats, parce que j'ai des élus. Alors, oui, pourquoi pas, ou alors, comment ce sont des mesures, pourquoi pas mettre de l'armée,
les incantations des socialistes sont quand même très riches. Et puis deuxièmement, la sécurité dans les transports. Je pense qu'il faut calculer quand même le coût, mais c'est vrai que nous avons de plus en plus de faits divers dans les transports publics. Je pense entre autres les TER, bien sûr, les trains. Il faut, en partenariat avec la SNCF ou l'État, avec des crédits d'État, il n'y a pas besoin de milliers d'emplois, là, mais on parle de 200, à peu près de 200 emplois. Il faudra étudier la chose, nous serons là pour ça. Une police régionale des transports. Voilà, pour que les voyageurs puissent... on n'est pas encore vraiment pas cas, mais rappelez-vous, des trains attaqués, voilà. Donc ça, ce sont, vous voyez, j'en arrête là, les 6 priorités régionales, on peut peut-être en trouver une 7e, nous verrons, mais ce sont les 6 priorités qui font que nous voulons la priorité régionale, la priorité et la préférence nationale, car, mes amis, vous le savez, dans le programme des listes Front National, eh bien, nous transfusons, je veux dire, notre programme de redressement national à l'échelon régional. Parce que, comme je vous le disais, évidemment, les régions ont les mêmes problèmes que partout en France. Le bilan de l'UMP et du PS est terrifiant. Immigration, invasion, hausse, explosion des impôts, explosion de l'insécurité et la paupérisation de couches entières de la population. Je vous parlais de 8 millions de pauvres. L'immigration, l'insécurité, la perte des valeurs morales, la perte des valeurs naturelles, tout court. Quand tout à l'heure, notre ami Patrick disait que la France est chrétienne, la France et les racines de la France sont chrétiennes. Nos trois, si je puis dire, nos trois racines, c'est Jérusalem, Athènes et Rome. Nous sommes en effet, je le dis, on peut dire, on peut être enregistré. Je pourrais dire ce que dit Madame Morano, voilà, elle a dit une bêtise. Voilà. Bon, vous voyez. Eh bien ça, c'est pas un acte de foi de dire que les racines de la France sont des racines chrétiennes. C'est un constat historique de bon sens, et nous voulons garder ces racines-là. Nous voulons vivre selon notre culture, nous voulons garder nos traditions, qu'elles soient régionales bien sûr ou nationales, nous voulons rester maîtres chez nous. Voilà ce que nous voulons. Dites autour de vous, dites-leur bien, le choix est simple. Soit on continue avec les clones de l'UMP et du PS. Je rappelle, ils votent ensemble 80% des dossiers. Retenez bien chic, dites-le ça. Parce que quand vous dites ça, quand même, ça montre bien les frères jumeaux qu'ils sont, les frères sermois. Soit nous continuons avec eux, et nous allons continuer la dégringolade douce ou moins douce, soit il faut un sursaut. Il faut qu'ils fassent le choix, il faut que nous fassions le choix, mais nous en sommes persuadés, le choix du sursaut des patriotes. Soit c'est le choix de l'UMPS et de l'échec, ils ont tout raté, soit c'est le choix des patriotes, et je termine en vous disant qu'une région aux couleurs de la France, c'est notre combat, c'est notre but, et ce sera bien entendu le combat que nous mènerons derrière Marine en 2017 pour le redressement et le bonheur de notre pays et des Français d'abord. Les amis, avant de vous quitter, vous avez ensemble, je prends une carte, si vous voulez nous aider à surveiller les bureaux de vote, c'est extrêmement important. Vous savez, c'est pas de rester assis toute la journée derrière une table, c'est de faire un ou deux passages dans la matinée et un ou deux passages dans l'après-midi, et de voir si, bien sûr, nos bulletins de vote sont là, c'est en général le cas, mais s'ils sont en bon état. Alors avant de nous quitter, écoutez, je vous propose de chanter dans cette fin de premier tour, mais nous serons présents au deuxième tour, ne vous inquiétez pas, nous serons dans prioritaire, de chanter notre hymne national, la Marseillaise.
Oui, si on veut faire une photo des têtes de guide sociale, on n'avait pas fait jusqu'à présent. C'est un oubli fâcheux. Voilà. J'ai trouvé le mot. Voilà, tranquillement. Alors pour ceux qui veulent aider nos jeunes, il y a un stand de Front National de la Jeunesse au fond de la salle à gauche, avec différents objets qui vous sont proposés, des porte-clés, des pins Front National et d'autres objets. N'hésitez pas à aller les voir et à vous faire plaisir. Merci.